Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du jeudi 6 octobre. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays est le capitaine Ibrahim Traoré qui est devenu hier officiellement président. Il avait déjà dirigé un coup d'État le 30 septembre dernier. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont soutenu le coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir le 24 janvier 2022. Son portrait dans un instant. Nouvelle catastrophe climatique au Nigeria où des pluies records ont ravagé des centaines d'hectares de plantations. Un véritable coup dur pour les populations car ces inondations risquent d'aggraver la crise alimentaire qui touche ces régions extrêmement pauvres. Enfin, politique, en France, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique ce jeudi. Son objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie de la France en 2 ans et dans l'intervalle, faire que le pays passe l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. Et on ouvre ce journal avec le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré devient officiellement président de son pays à l'âge de 34 ans seulement. Cet officier de l'armée est le nouveau chef de l'État de ce pays. Le 30 septembre dernier, il a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État. Il prend désormais la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Alors, qui est le nouveau soldat à la tête du Burkina Faso? Voici son portrait dressé par Mathieu Nicolas. Ouagadougou, le 5 octobre 2022, capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État. À 34 ans, Ibrahim Traoré, tombeur du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, devient officiellement le chef de l'État du Burkina. Le visage du jeune capitaine était inconnu du grand public avant qu'il ne prenne le pouvoir par la force au Burkina Faso vendredi dernier. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. C'est en 2010 qu'il rejoint les rangs de l'armée burkinabé. S'ensuit une carrière au front. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. Après avoir été sous-lieutenant, il passe en 2014 au grade de lieutenant. Il participe à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment l'opération Ota-Poinou en 2019. Promu capitaine en 2020, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya en mars 2022 par l'ex-président Paul-Henri Damiba. Décrit comme un officier respecté de ses hommes, Ibrahim Traoré est le symbole de l'exaspération des militaires subalternes et des hommes de rang, souvent au front et démunis face à l'adversité. Porteur d'un nouvel espoir dans un pays confronté depuis 2015 au groupe djihadiste, Ibrahim Traoré a promis de faire dans les 3 mois ce qui aurait dû être fait dans les 8 mois passés. Son accession au pouvoir s'inscrit également dans une lutte globale d'influence entre la France et la Russie en Afrique francophone. Les premières déclarations du jeune capitaine sur les relations entre la France et son pays ont donné le ton d'une transition qui sera scrutée de près par les partenaires du Burkina Faso, notamment la France. Devenu calife à la place du calife, Ibrahim Traoré aura la lourde tâche de reprendre l'ascendant dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ne cessent de gagner du terrain au Burkina. Toujours au Burkina Faso, l'annonce a été faite par l'état-major. L'attaque de Gaskindé a fait 37 morts. Cette attaque a été l'un des événements déclencheurs du coup d'État du 30 septembre dernier. Depuis, les services de l'ambassade de France sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau président du pays, Ibrahim Traoré, a lancé un appel à l'aide à la CEDEAO pour aider les populations de Djibo. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Des véhicules renversés, calcinés ou d'épaisses fumées continuent de s'échapper des moteurs. Ces images amateurs ont été filmées le 27 septembre après une attaque djihadiste à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso.
Alors qu'un convoi de ravitaillement se rendait vers Djibo, ville sous blocus djihadiste, les véhicules ont été attaqués. 37 personnes ont perdu la vie. J'ai eu peur, mais après c'est passé. Mais j'ai eu peur parce que j'ai eu beaucoup de mes collègues que je ne vois pas, il y a d'autres qui sont morts. Quelques jours plus tard, l'attaque est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM. Les djihadistes se réjouissent même d'avoir provoqué, par cette attaque, l'exaspération des militaires burkinabés derrière le coup d'État vendredi dernier. Un coup économique qui a mené à un coup d'État militaire. Au Burkinabé et les localités assiégées, la seule solution est de revenir à Allah et suivre les enseignements de l'islam. Au gouvernement putschiste nouveau-né, si vous voulez la guerre, on est pour. Et plus que ça, si vous voulez la paix, cherchez-la par ses portes. Il faudra encore du temps pour comprendre le déroulé de l'attaque de Gaskindé. Des témoins racontent tout de même n'avoir pas bénéficié de la protection des forces de défense et de sécurité burkinabées. Ce qu'on a vu à un moment donné, c'était sauf qui peut. Voilà, ceux qui étaient censés nous sécuriser, bon, c'était des bandades, hein. Chacun se cherchait, bon, vraiment, on était sous couvert des militaires, mais si les militaires eux-mêmes s'enfuyaient, bon, donc il faudrait comprendre ça comme ça, c'est-à-dire que soit ils n'avaient pas le matériel adéquat pour nous sauver, bon, vraiment on se pose beaucoup de questions, voilà. L'embuscade du JNIM aurait mené au coup d'État de vendredi, une interruption de la transition qui a donné lieu à des actes de vandalisme et de saccage des locaux de l'Institut français et de l'ambassade de France dans le pays. Mercredi, l'ambassade de France a annoncé dans un communiqué que ses services restaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Même si le calme est revenu à Ouagadougou, l'ambassade de France au Burkina a renouvelé ses conseils de grande prudence à l'endroit des Français vivant dans le pays. Le président togolais Faure Gnassingbé devrait se rendre au Mali. Un voyage pour tenter d'avancer sur le dossier des 46 soldats ivoiriens qui sont toujours détenus au Mali. Le 29 septembre dernier, les présidents ghanéens et gambiens, Nana Akufo-Addo et Adama Barrow, et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, étaient déjà à Bamako afin de négocier avec le régime d'Assimi Goïta, mais rien n'était alors sorti de leur pourparlers. En Guinée, le procès du massacre du stade de Conakry a été renvoyé au 10 octobre. Le président veut donner du temps au tribunal pour examiner les nombreuses exceptions soulevées par la défense qui conteste toute ou une partie de la procédure, notamment la détention du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits, et accusé pour complicité de meurtre, viol en masse, torture, coups et blessures volontaires et séquestration, entre autres. À l'annonce du renvoi de ce procès, l'ancien président Moussa Dadis Camara, qui s'attendait à son placement en résidence, a laissé éclater sa colère, voyant qu'il ne bénéficierait d'aucun régime de faveur. Épidémie d'Ebola en Ouganda. Un agent de santé est mort de ce virus mercredi, portant à 10 le nombre de personnes mortes depuis 2 semaines et l'annonce par les autorités de la présence d'une épidémie dans le centre du pays. On fait le point sur la situation avec Valentine Exantus. En Ouganda, l'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages. En première ligne, les agents de santé qui payent un lourd tribut. Ce jeudi, une anesthésiste âgée de 68 ans est décédé après avoir contracté le virus. C'est le 4e agent de santé qui perd la vie en 2 semaines. Jusqu'à présent, 63 cas confirmés et probables ont été signalés, dont 29 décès. 10 agents de santé ont été infectés et 4 sont décédés. 4 personnes se sont rétablies et reçoivent des soins de suivi. Avec 44 cas confirmés, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du nombre grandissant de personnes contaminées. L'épidémie a déjà fait 29 morts en raison de l'inefficacité des vaccins face à la souche dite soudanaise du virus. Nous avons vu 5 circonscriptions touchées avec 44 cas confirmés. Et dans les dernières 48 heures, nous avons également un cas confirmé supplémentaire, ce qui porte le total à 44.
Malheureusement, sur les 44 cas confirmés, 10 professionnels de santé ont été infectés. Bien que le nombre de cas et de décès ne cesse d'augmenter, le président ougandais Yoweri Museveni refuse l'idée d'avoir recours à un reconfinement. Selon le chef de l'État, l'Ouganda a la capacité de contenir l'épidémie. Je tiens à rassurer les Ougandais et tous les résidents que le gouvernement a la capacité de contrôler cette épidémie, comme nous l'avons fait auparavant. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, de paniquer, de restreindre les déplacements ou de fermer inutilement des lieux publics comme les écoles, les marchés, les lieux de culte pour le moment. Malgré les propos rassurants du président ougandais, la réalité est tout autre. Elle montre qu'il existe un retard rien que dans la détection de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Afin d'entamer une riposte sanitaire, l'OMS a débloqué 2 millions de dollars de fonds de réserve. Parlons de la rentrée scolaire au Congo. Après 3 mois d'inactivité, à Brazzaville comme à l'intérieur du pays, apprenants et personnels enseignants ont renoué avec le chemin de l'école dès les premières heures de cette matinée du 3 octobre, conformément au calendrier ministériel bien sûr. Le ministre de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, accompagné des partenaires du secteur de l'éducation, a fait le tour de quelques établissements scolaires de la capitale pour constater l'effectivité de la reprise des cours. On fait le point avec Louis-Marcel Satou. Apprenants et personnels enseignants ont renoué avec le chemin de l'école dès les premières heures de la matinée du 3 octobre au titre de l'année scolaire 2022-2023, ce conformément au calendrier ministériel. Accompagné des partenaires du secteur de l'éducation nationale, le ministre Jean-Luc Moutou a effectué la ronde de quelques établissements de la ville capitale pour constater l'effectivité de la reprise des cours. On va souhaiter une très bonne année scolaire à chacun de nos enfants et leur rappeler que le chemin de la vie, c'est le chemin de l'école. Le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'école. C'est ce chemin qui passe par l'école. Le besoin s'avère impérieux pour ces nombreux apprenants de renouer avec l'école. Je suis vraiment heureux de fréquenter dans une nouvelle école. J'ai obtenu le BPC. Je suis vraiment heureux d'être en lycée. Je suis éprouvée, je ne sais pas quoi dire pour exprimer ce sentiment-là. Donc, tout pour moi, c'est nouveau. Le ministre de l'Enseignement a par ailleurs rendu hommage au personnel enseignant qui, malgré les conditions de travail parfois difficiles, sont toujours présents pour accomplir leur mission. Je voudrais rendre un hommage plus que mérité aux enseignants qui font un travail dans des conditions parfois difficiles. Saluer l'engagement des parents, soutenir nos élèves, les bénévoles, les prestataires, tous ceux qui sont au front dans cette mission, je l'ai évoqué tout à l'heure, exaltante. Les nouvelles réformes au niveau de ce sous-secteur de l'éducation nationale, marquées par l'entrée en vigueur des nouveaux programmes scolaires au CP1 et CP2, pour le cycle primaire et en 6e et 5e pour le collège. Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis le mois de juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 192 morts et plus de 263 000 sinistrés, faisant de la saison des pluies cette année une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays au climat habituellement sec. Au 4 octobre, les inondations avaient fait 192 morts donc dans tout le pays, dont 136 dans l'effondrement d'habitations et 56 par noyade. Au Nigeria également, des pluies records ravagent les plantations en anéantissant les récoltes. Ces inondations risquent d'aggraver la crise alimentaire qui touche ces régions déjà extrêmement pauvres et aux prises avec les retombées de la guerre en Ukraine qui ont fait exploser le prix des fertilisants et des produits alimentaires. Et des milliers d'exploitations agricoles ont été donc ravagées cette année par les inondations monstres qui ont durement frappé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ils sont près de 100 000 à quitter le nord du Nigeria à cause des inondations meurtrières, de fortes intempéries qui ont déjà coûté la vie à 300 personnes. Ces inondations ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment sur le plan agricole. Environ 140 000 hectares de terre ont été ravagés à la suite de ces pluies diluviennes.
Adamou Garba, riziculteur nigérian, est l'une des nombreuses victimes. Nous avons subi d'énormes pertes parce que dans ce champ que vous voyez ici et dans d'autres parties où nous ne sommes pas allés, nous pouvions récolter au moins 200 sacs par saison. Et ce n'est qu'une estimation prudente. Mais avec la situation actuelle, nous ne sommes même pas sûrs de récolter un demi-sac. Selon l'agence Ecofin, les dommages causés par ces inondations sont estimés à près de 30 milliards de naira, l'équivalent de 69 millions de dollars dans toute la région nord-est du pays, y compris aussi les États d'Adamawa, Bochi, Borno et Gombe. Les principales cultures affectées sont entre autres le riz, le sésame, l'arachide et la canne à sucre. Ce champ est devenu complètement stérile. Après les pluies, le riz a été détruit et une autre catastrophe s'est produite. Le pont a été emporté par les inondations. Du sable et du bitume brisé recouvrent tout le champ. Maintenant, nous n'avons même plus de terrain pour planter. Une situation qui freine l'éclosion du secteur agricole du pays, alors que ce secteur contribue à hauteur de 23% du PIB. Pour remonter la pente, les sinistrés appellent à l'aide. Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous aider. Nous appelons tous ceux qui peuvent aider à faire preuve de compassion et à nous venir en aide, car nous avons vraiment besoin d'aide. En proie à des inondations massives, le Nigeria a décidé d'intensifier ses actions pour lutter contre la crise climatique. Les victimes des récentes inondations affirment que les pluies n'ont jamais été aussi destructrices. Et tout de suite, place à l'actualité internationale commentée aujourd'hui par Lorraine Mabou. Après 4 années de détention, 3 journalistes rwandais du média Ivaco TV ont été acquittés ce mercredi. Le trio avait été arrêté en octobre 2018 pour incitation à l'insurrection et diffusion de fausses informations sur le gouvernement du président Kagame. Mais un tribunal de la capitale Kigali les a acquittés ce mercredi, affirmant que les procureurs n'avaient pas apporté suffisamment de preuves à charge. En conséquence, les 3 journalistes doivent être relâchés selon le verdict des juges. À Londres, 3 personnes ont été poignardées jeudi sur Bishopgate, près de la gare de Liverpool Street. L'hypothèse du terrorisme est écartée. Pour la police, l'agression n'est rien d'autre qu'un présumé vol à main armé. Les victimes sont actuellement à l'hôpital pour y recevoir des soins. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux du crime pour procéder aux constatations. L'enquête est en cours pour déterminer les réelles motivations de l'agression. En Thaïlande, au moins 37 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans une fusillade survenue ce jeudi dans une crèche à Naklang, une ville située au nord du pays. Depuis le matin, le bilan ne cesse d'évoluer. Un précédent faisait état d'au moins 32 morts. Selon la police, le principal suspect, après la fusillade, a tué toute sa famille avant de se suicider. Il aurait été identifié comme un ancien policier de 34 ans, licencié pour trafic de drogue. Le premier ministre thaïlandais a ordonné l'ouverture d'une enquête après ce massacre. Un nouveau drame a eu lieu en Grèce où on compte au moins 16 morts et une trentaine de disparus dans le naufrage d'embarcations de migrants. Les corps ont été découverts près de Lesbos, une petite île voisine des côtes turques, après qu'un canot pneumatique transportant une quarantaine de personnes et poussé par des vents violents soufflant sur la région a coulé. Aucune précision n'a été fournie quant à la nationalité des naufragés. Parlons maintenant de la crise énergétique en Europe. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'une stratégie européenne est à renforcer pour baisser les prix du gaz, alors qu'il arrive au sommet inaugural de la communauté politique européenne à Prague. On l'écoute. Mais je pense qu'on est tous dans des stratégies d'accompagnement de nos économies. Elles sont importantes, mais nous avons aujourd'hui d'abord une stratégie européenne à renforcer. Stratégie européenne pour baisser les prix du gaz. Et nous sommes derrière les propositions de la Commission qui a été annoncée hier. On en parlera demain. Donc stratégie pour baisser les prix, pour avoir un cap sur le gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. Stratégie pour baisser les prix aussi de l'électricité et faire la réforme du marché électrique. Mais dans le même temps, on va devoir accompagner nos entreprises et nos ménages. Et là-dessus, c'est bon d'avoir de la solidarité européenne. La priorité maintenant est là.
Énergie toujours, le gouvernement français a présenté son plan de sobriété énergétique ce jeudi. L'objectif de ce plan, c'est de réduire de 10% la consommation d'énergie de la France en 2 ans. Et dans l'intervalle, faire que le pays passe l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. Alors parmi les dizaines de mesures prévues figure un appel à moins chauffer et moins éclairer, un encouragement au télétravail, une incitation financière au covoiturage ou encore la coupure de l'eau chaude dans les administrations. On fait le point sur la situation avec Valentine Exantus. C'est dans un contexte marqué par l'accélération du dérèglement climatique et d'approvisionnement électrique tendu lié à la guerre en Ukraine que le gouvernement français présente ce jeudi son plan de sobriété énergétique. Un plan destiné à préparer un hiver annoncé difficile. Un hiver sans gaz russe et avec de nombreux réacteurs nucléaires à l'arrêt. Mais les mesures annoncées par le gouvernement sont critiquées par une partie de l'opposition. Je veux bien qu'on nous explique qu'il faut porter un col roulé, qu'il ne faut plus utiliser le lave-linge, le sèche-linge pour ses vêtements, mais le fond du sujet, c'est quoi ? Le fond du sujet, c'est que continuellement, depuis des années, et singulièrement sous Emmanuel Macron, nous avons perdu l'essentiel de notre souveraineté énergétique. Je ne voudrais pas que tout ça soit une manière d'habiller la mariée et d'oublier au final que le vrai sujet, c'est comment nous relançons notamment nos centrales nucléaires. De l'industrie au monde du sport, tous les secteurs sont concernés par ce plan de sobriété. La Première ministre et son équipe prévoient plus d'une dizaine de mesures visant à réduire de 10% la consommation énergétique de la France en 2 ans. Mais l'opposition juge que les mesures arrivent trop tardivement. J'aurais aimé qu'on le fasse plus tôt, d'anticiper, parce que ça fait des jours et des jours qu'il y a des alertes qui remontent, que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les transports scolaires. Nous avons un préfet qui a pris la mesure des choses, mais je pense que c'est au niveau national qu'il aurait fallu anticiper. Dans l'annonce faite par Elisabeth Borne et la ministre de la Transition énergétique en juin dernier, le plan énergétique devrait permettre à la France de réduire sa dépendance aux énergies fossiles de 40%, mais aussi sa consommation d'énergie d'ici 2050. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone tant souhaitée. Le prix Nobel de la littérature a été attribué à la Française Annie Ernaux. Un choix annoncé ce jeudi par l'Académie Nobel depuis Stockholm, en Suède, qui a salué le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Elle est la 17e femme qui remporte cette prestigieuse récompense depuis 1901. Et c'est la première fois qu'elle est attribuée à une romancière française, les 15 précédents lauréats tricolores étant des hommes. Le dernier en date, c'était Patrick Modiano, et c'était en 2014. Interrogée par une télévision suédoise, elle a déclaré que le Nobel était un très grand honneur et une grande responsabilité. C'est maintenant la fin de ce journal, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud. Bonne soirée à tous et à demain.